On est ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je suis Ludovic Carpentier, je travaille pour Ressources Urbaines et on est ravi en tout cas de pouvoir vous proposer ce webinaire qui sera animé par l'ASFAM. Donc Iman et Céline à qui je vais très rapidement donner la parole. Je vous souhaite un bon webinaire et Iman, je te laisse la parole. Alors, rebonjour à ceux et celles qui étaient là tout à l'heure. Bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez aussi le PowerPoint après le webinaire, donc vous pourrez le reprendre tranquillement. Donc, en présentiel, normalement, je fais une petite introduction sur le droit des étrangers, les chiffres, etc. Là, je n'aurai pas le temps, mais vous les retrouverez dans tous les cas sur le PowerPoint. Et si vous avez des questions, on pourra y répondre. OK? Donc, j'avais du coup aussi dit que le PowerPoint, il est construit un petit peu, pas de manière chronologique, mais il suit vraiment les étapes de la généralité jusqu'à l'entrée, jusqu'à la demande de titre, jusqu'au renouvellement. Donc, on commencera ensemble sur l'acquisition du droit au séjour. Pourquoi est-ce qu'on se pose même cette question du titre de séjour et de son renouvellement? Et je disais que c'était parce que en France, on a l'obligation, c'est une obligation légale, de justifier d'un droit au séjour quand on veut rester sur le territoire plus de 3 mois et quand on a plus de 18 ans. Donc, quand on est majeur et qu'on veut rester en France plus de 90 jours, qu'on veut s'installer en France, il va falloir obligatoirement justifier d'un droit au séjour. Donc, soit avec un visa long séjour, soit avec un titre de séjour. On va voir ensemble les visas long séjour, les différents types de séjour. Vous inquiétez pas. Donc, il y en a plusieurs, des types de séjour, et on peut parler d'une hiérarchie des titres de séjour. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des titres de séjour qui vont plus sécuriser que d'autres sur la durée. Okay. Donc, par exemple, la carte de résident, une personne qui a une carte de résident, il est sécurisé pendant toute la durée de cette carte, donc pendant 10 ans. Okay. En dessous, vous aurez les cartes de séjour pluriannuelles, donc qui seront de 2 à 4 ans. En dessous encore, temporellement, vous aurez les cartes de séjour temporaires, du coup qui durent 1 an, et le fameux visa long séjour valide de séjour qui va aussi être valide pendant 1 an maximum. En dessous, vous aurez tout ce qui est plutôt provisoire, donc ça va être les attestations provisoires d'instruction, les récépissés de renouvellement, les récépissés de première demande. Si votre public, c'est des demandeurs d'asile, vous aurez donc les attestations de demande d'asile, du coup, qui durent un peu moins longtemps. OK. Je disais aussi que, outre cette exception pour les mineurs, on a aussi une exception pour les ressortissants de l'Union européenne. Puisque dans l'Union européenne, on a un droit de circulation. Donc moi, en tant que ressortissante, je sais pas moi, autrichienne, j'ai le droit de circuler en Italie librement. Soit j'y vais pour une courte période, donc moins de 90 jours, et là c'est vraiment libre circulation, soit je veux m'installer là-bas, et dans ce cas-là, je vais aussi pour ce pays-là devoir justifier de mon droit au séjour, mais d'une autre manière que par un titre de séjour. Je vais par exemple le justifier en disant que je viens m'installer en Italie, en Autriche, en Allemagne pour faire des études, ou je vais dire que je viens m'installer pour travailler. Et donc, mon droit au séjour, je vais le gagner, on va dire, comme ça, de mon emploi. OK. En France, la personne qui est ressortissante d'un pays de l'Union européenne, elle peut tout de même demander un titre de séjour si elle le souhaite, mais c'est pas obligatoire. Est-ce que donc là, on a vu en fait les généralités du droit au séjour, on va l'appeler comme ça. Et comme je vous ai dit, comme on va fonctionner de manière chronologique, on va maintenant voir l'entrée sur le territoire français, puisque l'entrée sur le territoire, on va voir qu'elle a aussi toute son importance. Vous rencontrez les personnes quand elles sont déjà là,
Mais c'est important de savoir comment elles sont rentrées en France. Pourquoi? Parce que la France est un État qui pénalise l'entrée irrégulière sur son territoire. Et donc, la conséquence sera que il y a de nombreux titres de séjour qui seront, enfin, quand vous faites une demande de titre de séjour, il y a plein de documents, il y a de nombreux documents à envoyer. Et il y a du coup des titres de séjour qui vont demander une preuve de l'entrée régulière. Ça sera une condition. Et donc, si la personne elle est rentrée de manière irrégulière, elle sera déjà bloquée à ce stade-là. Euh, du coup, ça, c'est important de l'avoir en tête quand vous accompagnez quelqu'un, de poser la question de l'entrée. OK? Donc ça, c'est juste un petit bilan sur tout ce que je viens de dire. Donc, pour plus de 3 mois, il va falloir détenir un justificatif de séjour, sauf si on est mineur, sauf si on est citoyen de l'Union européenne. Que vous aurez, donc ça, vous pourrez le revoir tranquillement quand vous aurez le diapo. Et donc, les questions à se poser pour un peu voir ce qui s'est passé au niveau de l'entrée, quand vous rencontrez quelqu'un, ça sera de savoir d'où vient cette personne. Donc, est-ce qu'elle a besoin d'un visa ou pas? Est-ce qu'elle est, par exemple, de l'Union européenne ou pas? Pourquoi elle est venue sur le territoire? Est-ce qu'elle est venue pour du court séjour, donc du tourisme, ou est-ce qu'elle est venue pour s'installer? Et donc, est-ce qu'elle avait du coup déjà dès l'entrée les conditions euh, pour, euh, pour faire une entrée donc en bonne et due forme sur le territoire? Ça veut dire l'assurance, l'hébergement, les ressources suffisantes. OK? Ça, pareil, c'est un tableau qui va reprendre donc ces nécessités de visa. Ça, c'est plus pour vous si vous avez un petit doute et que vous voulez reprendre le diapo plus tard. Du coup, là, c'était presque arrêté là ce matin, donc vous n'avez pas raté grand-chose non plus. Je disais que comme nous, on discute ce matin et demain matin des titres de séjour et des renouvellements de titres de séjour, on part automatiquement sur des personnes qui restent sur le territoire sur le long terme, qui veulent s'installer durablement sur le territoire français. Et donc, comme on l'a dit, quand je reste moins de 90, j'ai besoin d'un visa, mais pour séjour. Quand je reste plus de 90 jours, il me faudra un visa long séjour. D'accord? Ce visa long séjour, il y en a 2 types. Le premier, il va s'intituler visa long séjour portant, donc il y aura la mention carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l'arrivée. Ça, c'est dans le titre. La personne, quand elle arrive, elle a quelque chose à faire. Elle doit demander son titre de séjour dans les 2 mois. D'accord? Le deuxième titre le deuxième visa long séjour qui vaut titre de séjour, qu'on appelle en acronyme VLSTS, lui, c'est aussi dans le titre, il vaut titre de séjour. Donc, il va conférer à la personne qui l'a les mêmes droits, les mêmes caractéristiques, en fait, que comme si elle avait déjà un titre de séjour temporaire. Parce que c'est 1 an, le visa long séjour. Et à la fin de validité du visa, il va falloir qu'elle renouvelle sur titre de séjour temporaire, potentiellement. On a vu que la personne qui avait un visa long séjour avec carte de séjour à demander dans les 2 mois, elle avait quelque chose à faire en venant en France. Et ben c'est pareil pour la personne qui a le visa long séjour valant titre de séjour. Elle a aussi quelque chose à faire quand elle arrive en France. En fait, elle doit valider son visa long séjour dans les 3 mois suivant l'arrivée. Donc moi, j'arrive en France avec un visa long séjour valant titre de séjour. Je sais que dans les 3 prochains mois, il va falloir que je le valide sur le site de l'ANEF. Là, vous avez la procédure, donc ce que la personne doit faire. Elle doit se connecter sur le site de l'ANEF et il y aura un onglet, je crois qu'il s'appelle Valider mon VLSTS. OK? Ça, c'est très important. Il va vraiment falloir, quand vous rencontrez une personne qui vient d'arriver, soit une piqûre de rappel, dans 3 mois, dans maximum 3 mois, il faudra avoir validé son visa long séjour, soit si vous rencontrez une personne bien après, il faudra voir avec elle si elle a bien
fait ce processus sur le site de la nef à son arrivée. Quand j'avais fait du coup cette formation en présentiel, c'était demandé la question de comment est-ce que les gens étaient avertis. Et du coup, j'avais des personnes qui me disaient que dès en fait, le pays d'origine, donc dès l'étape du consulat à l'étranger, on leur disait bien qu'il fallait valider le titre de séjour à l'arrivée en France. Ok? Il y a un nouveau lien. Comment? Je crois qu'il y a eu un micro, je sais pas. Du coup, si c'est bon pour vous je suis désolée, je vois pas, donc j'espère que c'est bon pour vous sur comment on entre en France. On peut, chronologiquement, rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que je demande, quels sont les titres de séjour et comment je les obtiens. D'accord? Je voulais d'abord juste refaire un topo général sur les cartes de séjour. Parce qu'on a vu qu'il y avait temporaire, pluriannuel, résident, mais juste sur ce qu'elles veulent dire. On a vu que tout en bas du tableau, il y avait la carte de séjour temporaire qui était valide, donc 1 an. Okay. Cette carte, elle va pouvoir être renouvelée si je continue à avoir les conditions d'obtention. C'est-à-dire si j'ai obtenu une carte de séjour temporaire parce que je suis conjoint ou conjointe de français. Pour la renouveler, il va falloir montrer que je suis toujours conjoint ou conjointe de français. Donc, montrer que je suis toujours dans mon tiroir conjoint de français ou conjointe de français. Cette carte de séjour, elle a une particularité en plus, c'est qu'elle peut être renouvelée que 3 fois maximum sur le même motif. Donc, si je reprends mon exemple, je suis conjointe de français ou conjointe français. Je garde cette situation, il n'y a pas de problème. Mais ma carte de séjour temporaire, je pourrais la renouveler que 3 fois sur ce même motif-là, conjointe français. Après, il faudra soit que je passe sur un autre motif, soit que je passe sur une carte de séjour pluriannuelle. Cette carte de séjour temporaire, sauf exception, elle est délivrée quand une personne a déjà eu le visa long séjour avant. Là, vous voyez, on commence déjà à voir que ce visa long séjour, il peut poser problème si on l'a pas. Et ce titre de séjour, si je l'ai, on peut me le retirer en plein cours de l'année si on considère que mon comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. C'est un thème hyper vaste, la menace à l'ordre public. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Je peux pas vraiment revenir dessus parce que c'est vraiment très, très vaste. Ça vaut une journée de formation, mais ça va être les personnes qui auront potentiellement affaire à la justice pendant qu'elles ont ce type de séjour. OK? Ensuite, on a vu sur le tableau qu'on montait en échelon sur la carte de séjour pluriannuelle, puisque elle est sur plusieurs années. Elle va durer soit 2 ans, soit 4 ans. Et pareil, elle est délivrée donc après une carte de séjour temporaire ou après un visa long séjour. Sauf les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Donc ça va être des personnes qui ont fait une demande d'asile et qui ont la protection subsidiaire. Ces personnes-là, elles vont avoir une carte de séjour pluriannuelle directement. Elles commencent avec la carte de séjour pluriannuelle. Donc, comme pour ce qu'on a dit sur la carte de séjour temporaire, si je veux avoir cette carte de séjour pluriannuelle, il va falloir que je démontre que j'ai toujours le motif pour avoir cette carte. Donc, imaginons, là, cette fois-ci, j'ai une carte de séjour temporaire parce que je suis parent d'un enfant français. Si je veux passer à pluriannuel, il va falloir que je démontre que je rentre toujours dans cette case. Je suis toujours parent d'enfant français, je subviens toujours aux besoins et à l'éducation de mon enfant, par exemple. Et donc, sauf exception, c'est-à-dire sauf changement de situation, ma carte de séjour temporaire, elle va avoir une mention, par exemple vie privée familiale, et bien normalement, cette mention, elle va être reportée sur mon titre de séjour pluriannuel, puisque je reste dans la même case. OK?
Les conditions en plus pour cette carte, ça va être le contrat d'intégration républicaine et la signature du contrat d'engagement. D'accord? Et pareil, et ça, on va voir que c'est pour toutes les cartes, on peut me la retirer pendant qu'elle est encore valide si, entre-temps, mon comportement, il est considéré comme constitutif d'une menace à l'ordre public. J'espère que ça va. Encore une fois, je ne le vois pas, mais on va espérer que ça va. Après la pluriannuelle, du coup, on arrive tout en haut du tableau que je vous ai montré tout à l'heure et on arrive sur cette fameuse carte de résident qui, elle, sera valide pendant 10 ans. Cette carte, elle est renouvelable de plein droit, en théorie, et elle peut donc soit être délivrée après une carte de séjour pluriannuelle, par exemple, soit, comme pour nos protégés subsidiaires, on retrouve cette petite exception pour les réfugiés, puisque si je fais une demande d'asile et que je suis reconnue donc réfugiée, j'ai cette carte de résident directement. C'est la première que j'ai. OK? Et donc, comme toutes les autres, même si je l'ai et que pendant sa durée de validité, il est considéré que mon comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, eh bien, on peut me retirer ma carte de résident. Encore une fois, est-ce que ça va? Mais désolée, je ne vous vois pas. On a vu donc la typologie des cartes, c'est-à-dire quelle carte je peux avoir, soit temporaire, soit pluriannuel, soit résident. Vous, ça vous permet aussi de reconnaître dans quelle situation est la personne. Et là, on va, vous voyez, je vous disais conjointe français, parent d'enfant français, on va parler en fait des motifs. Pour que j'ai une carte, il va falloir que je démontre que j'ai une raison d'avoir cette carte, que je rentre dans un motif d'obtention d'un titre de séjour. Vous en connaissez déjà potentiellement plusieurs. Hein. On a vu par exemple réfugiés, on en a déjà vu 4. Réfugiés, protection subsidiaire, parents d'enfants français, conjointe de français. Par exemple, ça c'est un motif. Et donc, il y a des motifs qui vont me permettre d'avoir un titre de séjour de plein droit. Et il y aura des motifs ou des situations qui vont me permettre d'avoir un titre de séjour, mais seulement via l'admission exceptionnelle au séjour. Donc là, normalement, en présentiel, j'aime bien demander si on connaît la différence entre les deux. Je vais le faire directement. Du coup, un titre de séjour de plein droit, ça veut dire que j'ai ce motif-là. J'ai les conditions je réponds aux conditions. J'ai les documents qui me sont demandés. Je ne peux pas me le refuser. Il est de plein droit. OK? Maintenant, j'ai un motif. Je me suis créé un droit au séjour, je ne sais pas, par le travail ou autre. Mais il me manque une condition. Je ne suis pas rentrée de manière régulière sur le territoire ou autre. Là, je vais passer par l'admission exceptionnelle au séjour. Pareil, c'est dans le nom. L'admission exceptionnelle au séjour, ça veut dire que c'est une procédure exceptionnelle, qui n'est pas donc de plein droit, et que c'est le préfet ou la préfète qui aura un pouvoir d'appréciation sur ma demande. Donc, moi, je vais monter mon dossier, je l'envoie à la préfecture, et c'est au préfet ou à la préfète de me dire si, oui ou non, j'obtiens un titre de séjour. Pour l'admission exceptionnelle au séjour, je vais faire un petit topo parce qu'il y a eu des changements dernièrement. Vous en avez peut-être aussi entendu parler. Depuis de 2012 à cette année, on utilisait ce qu'on appelait la circulaire Valls, qui nous donnait pas mal d'informations sur qui donnait pas mal d'informations au préfet sur comment et quand régulariser une personne. Mais nous, en tant qu'accompagnateurs et accompagnatrices de personnes, on avait aussi des indications sur comment monter un bon dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Donc, dans cette circulaire Valls, vous aviez notamment un titre qui pouvait être donné un motif
qui étaient les étrangers parents d'enfants scolarisés. C'est-à-dire que moi, je suis en France depuis au moins 5 ans. Mes enfants sont à l'école, ils sont scolarisés depuis au moins 3 ans. Je peux monter un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Et on avait aussi toute une partie sur les étrangers salariés, avec une circulaire VALS qui nous donnait pas mal de conditions sur quand déposer une AES salariée. Pareil, c'était je suis en France depuis au moins 5 ans, je travaille depuis au moins 8 mois, j'ai au moins tant de fiches de paie, je peux envoyer donc une demande d'AES. La circulaire Valls, elle parlait aussi pas mal de ce qu'on appelle le motif humanitaire, donc ce qui concernait donc les victimes, enfin les personnes étrangères victimes de violences conjugales, les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains, etc. Et pareil, on avait des indices sur comment lancer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. En janvier, cette circulaire, elle a été abrogée. C'est-à-dire qu'on a eu un nouveau ministre de l'Intérieur qui a pris une nouvelle circulaire et qui a abrogé la circulaire Valls, signifiant que la circulaire Valls n'est plus applicable. Maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle donc la circulaire Retailleau. Cette circulaire, je ne sais pas si vous l'avez lue, elle est très courte par rapport à celle de 2012, par rapport à la circulaire donc Valls, est vraiment très, 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 très courte. Et donc, on perd beaucoup d'indices sur comment monter un bon dossier d'AES. Cette circulaire Retailleau, elle a été faite en 3 grandes parties, 3 grands titres que je vous ai repris, mais pareil, si vous voulez la lire, vous pouvez la trouver en ligne et elle est très courte, donc elle se lit facilement. En première partie, on a donc le ministre de l'Intérieur qui rappelle que l'admission exceptionnelle au séjour, c'est la voie exceptionnelle d'accès au séjour. Donc il le dit littéralement, il l'écrit, pardon, l'AES n'est pas la voie normale d'immigration. Et donc, elle doit, à ce titre, demeurer exceptionnelle. Donc, ça durcit les conditions d'obtention. Pour toute personne qui voulait faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, cette circulaire Retailleau, elle vient dire aux préfets et aux préfètes de favoriser les emplois sous tension. Les personnes qui ont un emploi, un métier sous tension, en tension. En deuxième partie, il y a toute une partie en fait qui est consacrée à l'intégration des étrangers. C'est dit comme ça, intégration des étrangers. Et donc, on passe d'une durée de présence minimum sur le territoire de 7 ans. On a augmenté la durée de présence minimale sur le territoire qui était prévue par la circulaire Valls. Et maintenant, il va falloir aussi justifier d'une bonne maîtrise de la langue française, donc soit par un diplôme, voilà, j'ai fait mes études en France, j'ai eu une licence, un master, je le justifie comme ça, soit par une certification linguistique, qui sera donc a priori aux frais de la personne étrangère. Et on a une grosse partie sur cette menace à l'ordre public, dont on a déjà un peu parlé. Là, dans la circulaire Retailleau, on nous dit de but en blanc que une personne qui dont le comportement constitue une menace à l'ordre public ou qui est par exemple dans une union polygame, on ne peut pas lui accorder on lui accorde pas de dossier d'AES. C'est la direction qu'il donne au préfet et aux préfètes. Donc une exclusion de l'admission exceptionnelle au séjour pour les personnes qui représentent une menace à l'ordre public. Et on a aussi cet ajout que si la personne, elle a une obligation de quitter le territoire français, qu'elle a eu, je sais pas, moi, il y a 1 an et demi, mais qu'elle n'est pas rentrée, c'est-à-dire qu'elle est restée sur le territoire, n'a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire, eh bien, la circulaire Retailleau nous dit que l'existence de cette OQTF peut justifier le refus de titre de séjour. Donc pareil, quand vous rencontrez une personne, c'est toujours bien de savoir si elle sait.
si elle a déjà eu une obligation de quitter le territoire par le passé, si oui, quand, est-ce qu'elle a été contestée, est-ce qu'elle a été annulée, si elle n'a pas été contestée ou qu'elle a été confirmée par le juge, est-ce que la personne a quitté le territoire Schengen ou pas. Et si la réponse est non, prévenir que l'existence d'une obligation de quitter le territoire pour un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, ça peut justifier un rejet ou un refus. OK? Pour la différence circulaire valse circulaire Retailleau. Donc là, c'est le 23 janvier 2025. C'est la circulaire Retailleau qui s'applique. Se poser la question des dossiers qui avaient été posés avant le 23 janvier 2025. Je vous avoue que j'ai pas de réponse exacte sur ça. Est-ce qu'elle sera étudiée à la lumière de la circulaire Valls parce qu'elle a été déposée avant, ou est-ce qu'elle sera étudiée à la lumière de la circulaire qui était applicable au moment où le dossier arrive en étude? Je n'ai pas encore de retour là-dessus. Donc, on a vu, si je récapitule, qu'il y avait plusieurs cartes de séjour. Que pour les obtenir, il y avait des conditions à remplir, potentiellement, notamment par exemple le visa long séjour. Et on a vu que pour les obtenir, il fallait que je rentre dans un motif de séjour. On a vu qu'il y avait des motifs qui me donnaient accès de plein droit à un titre de séjour. Et on a vu qu'il y avait des motifs qui me donnaient accès à une admission exceptionnelle au séjour. Par exemple, je rencontre quelqu'un, la condition pour le titre de séjour que cette personne souhaite, c'est le visa long séjour. Elle l'a pas. C'est un indice sur, je devrais potentiellement partir sur de l'admission exceptionnelle au séjour. Pareil pour une personne qui travaille. Si elle a obtenu son emploi après être venue de manière irrégulière en France, elle a fait, je sais pas, 1 an, 2 ans de manière régulière, puis elle a trouvé son emploi. Là, on sait aussi qu'on part sur de l'admission exceptionnelle au séjour. Ça vous donne des indices. Et donc, comme il y a plusieurs motifs et que je ne sais pas à quel point vous rencontrez tous les motifs, ça dépend du public que vous rencontrez. Par exemple, si votre public, c'est seulement les bénéficiaires de la protection internationale, potentiellement, vous n'avez pas en tête les autres motifs. Mais si ça vous va, on les revoit ensemble avant la pause. Donc, grosso modo, ça, c'est vraiment la synthèse, comment le législateur a fonctionné pour le principe d'admission au séjour. Il s'est dit qu'il y avait des personnes qui devaient séjourner en France parce qu'elles ont un motif familial. Donc, elles ont un conjoint sur le territoire, elles ont des enfants, elles ont des liens personnels et familiaux. OK, je crée mon motif familial. Le législateur s'est dit aussi, moi, j'ai des gens qui viennent pour le travail. Donc, je vais créer ce motif économique. Soit les salariés pour les CDI, soit en CDD, ça va être les travailleurs temporaires. Ensuite, le législateur s'est dit, de fait, j'ai aussi des personnes qui viennent pour faire des études, je pense. Donc, je vais créer ce motif académique. Donc, les étudiants, les recherches d'emploi et les créations d'entreprises. Et aussi, le législateur s'est dit, mais aussi, moi, j'ai des personnes qui viennent par exemple, pour fuir la situation dans leur pays d'origine. Donc, je vais créer un motif pour les bénéficiaires de la protection internationale. Je vais aussi avoir des personnes qui vont arriver en France, mais qui ont pour cela été victimes d'un réseau de traite des êtres humains ou d'un réseau de proxénétisme. Eh bien, je vais pouvoir aussi créer un motif pour les protéger. Ça va être le motif humanitaire. Moi, quand je rencontre une personne, je la questionne sur sa situation et je regarde sur dans quel motif elle rentre. J'aime bien appeler ça des tiroirs. Dans quel tiroir elle rentre? Ah, je suis face à quelqu'un qui est marié avec une personne qui est française. Je sors le tiroir conjointe français. Conjointe français, a priori, c'est mon sous-tiroir plein droit. Je sors aussi. Je suis face à une personne qui est réfugiée. C'est mon motif, c'est mon tiroir humanitaire. C'est un critère d'obtention d'une carte de résident de plein droit. En fait, je prends la situation, je regarde mes motifs et j'ouvre mes tiroirs en fonction. OK?
dans le PowerPoint, quand je fais la formation en physique, je laissais le tableau en annexe. Là, je trouve intéressant de le voir rapidement ensemble. Donc, on va commencer par le premier qui est très commun, c'est le motif familial. Donc ça va être quand vous rencontrez donc des personnes qui sont, comme on l'a dit, conjointes français, parents d'enfants français. On a descendants à charge de français ou ascendants à charge de français, visiteurs, liens personnels et familiaux. Ça va être le plein droit. Et ensuite, vous avez aussi des personnes qui vont se créer une autre forme de vie privée et familiale en France sans rentrer dans les cases plein droit. Et dans ce cas-là, on sera dans l'admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée familiale. Donc, par exemple, vous aurez bien sûr ces tableaux sur le PowerPoint que vous pourrez reprendre tranquillement. Et si vous rencontrez une personne que vous avez un doute, vous allez sur les tableaux et vous prenez le motif qui vous convient et vous lisez les conditions si je suis devant une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou résident. Mais donc, si on fait notre premier tableau conjoint et parents d'enfants français, on voit que pour conjoint, le visa long séjour, il est en principe obligatoire. Principe. Comme on est sur un titre de séjour qui va être donné au titre matrimonial, il faut que la personne ne vive pas en état de polygamie. Il faut qu'elle soit donc mariée avec un ressortissant ou une ressortissante qui est de nationalité française. Et il faut qu'il y ait une communauté de vie, du coup, depuis le mariage. C'est toujours d'actualité. D'accord? Si je veux passer à pluriannuel, il faut que je prouve que je continue à remplir ces conditions. Je suis, par exemple, toujours mariée et j'ai toujours une vie, une communauté de vie. On rajoute à ça, donc, la signature du contrat d'intégration républicaine. Et ensuite, en fonction de ma situation, je peux après découler sécurisé sur une carte de résident. Si on part sur parents d'enfants français, là, on voit que le visa long séjour, il est facultatif. Pour moi, c'est logique. Je vous dis pourquoi et peut-être que ça sera logique aussi pour vous. L'idée, c'est qu'on ne prévoit pas en avance, a priori, d'avoir un enfant français quand on arrive en France ou quand on veut venir en France. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que cette personne est devenue père, mère, donc parent d'un enfant français, qu'on ne lui reproche pas d'être rentrée sans visa. Puisque au moment de son entrée, a priori, elle ne savait pas qu'elle deviendrait parent d'enfant français. Donc là, le visa long séjour, valentine de séjour, il est facultatif. Contrairement à conjoint de français où on est déjà marié en théorie. Ok ? Là, il va falloir prouver qu'on est donc le parent d'un enfant qui est français. Et aussi, donc ça peut poser problème. Il faut justifier que les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation. Donc, pas qu'un seul parent, sauf décision judiciaire, mais par exemple, tout ce qui est pension alimentaire, etc., c'est considéré comme la contribution à l'entretien et à l'éducation. Mais l'idée, c'est, il y a eu une volonté il y avait des abus, en fait, par le passé, de personnes qui faisaient des enfants, enfin des personnes de ressortissants français faisaient des enfants pour que les mères aient un titre de séjour, ou que pour le père ait un titre de séjour, mais qui ensuite ne participait plus du tout à la vie de l'enfant. Donc, pour limiter et pour protéger ça, a été ajoutée cette condition de la contribution des deux parents. D'accord ? Si j'ai obtenu ma carte de séjour temporaire sur ça et que là, je veux me sécuriser sur plus longtemps, donc sur une carte de séjour pluriannuelle, il va falloir montrer que je suis toujours parent d'un enfant français, que je contribue toujours à son éducation, son entretien, que je ne suis pas en état de polygamie, etc. Je rajoute que je signe mon contrat d'intégration républicaine, donc les conditions qu'il faut en plus pour la carte de séjour pluriannuelle. OK ? Et au bout de 3 ans, donc par exemple une carte de séjour temporaire et une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, je peux demander une carte de résident. Donc là, vous avez vraiment le parcours. Quand vous passez sur, on va en parler, je pense demain plutôt, mais quand vous passez sur du pluriannuel, résident, il va falloir aussi se poser la question de la maîtrise de la langue française de la personne que vous rencontrez, parce que c'est une condition.
mais on en reparlera plutôt demain, normalement. Pareil, donc vous aurez liens personnels et familiaux, descendants à charge de français, ascendant à charge de français, visiteurs. On n'a vraiment pas le temps de tous les faire. Là, c'est juste pour vous. On va en faire quelques-uns. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez en, en PowerPoint. OK? Pas d'inquiétude. Pour l'AES, eh ben, ça va être enfin, le visa long séjour, il est facultatif puisque généralement, si on ne répond pas à cette condition de visa long séjour obligatoire, c'est qu'on passe sur de l'AES. Et je dois montrer du coup que je suis en France depuis au moins 7 ans, que je maîtrise la langue française, que mon comportement n'a jamais été considéré comme une menace à l'ordre public. OK? Donc ça, c'est un tableau qui est pas mal, je trouve, pour se faire des petites piqûres de rappel aussi parfois. On peut passer au motif économique et ça, je passe un petit peu de temps dessus aussi. De plein droit, ça va être salarié, donc j'ai un CDI. Ça va être travailleur temporaire, j'ai un CDD. Et ça va être les passeports talents. Et pareil, en face, hein, j'aurai mon travailleur temporaire ou mon salarié, mais du coup, qui n'est pas arrivé, par exemple, avec une autorisation de travail en bonne et due forme, etc. Donc là, je vais passer sur de l'AES. Et j'aurai les économies solidaires, donc ça va être Emmaüs, etc. Il y a quelqu'un qui dessine sur mon beau PowerPoint. Je ne sais pas par contre comment effacer. Mais normalement, on pourra continuer à lire quand même. Du coup, si on se concentre sur du plein droit, le visa long séjour, il est obligatoire pour les salariés et pour les travailleurs temporaires. Merci pour le coup de gomme. Donc l'idée, en gros, c'est que j'introduis un travailleur salarié, une travailleuse salariée depuis son pays d'origine. Donc, depuis le pays d'origine, on va déjà faire un visa long séjour pour que la personne, dès qu'elle arrive, elle ait déjà un visa de plus de 3 mois. Okay. Le salarié, comme je vous ai dit, à la différence du travailleur temporaire, c'est que lui, il a un contrat à durée indéterminée. Le travailleur temporaire, ça sera sur un CDD. D'accord? Et ensuite, il pourra passer sur la carte de séjour donc pour le salarié pluriannuel ou la carte de résident. OK? Là, c'est les passeports talents. Je ne sais pas si vous en rencontrez ou pas, mais si vous en rencontrez, vous aurez le tableau qui récapitule les conditions d'obtention, etc. Et on voit que les passeports talents, ils ne peuvent pas avoir de carte de résident. D'accord? Et donc, sur l'admission exceptionnelle au séjour, ça va être que je me suis créé ce droit au séjour salarial, mais plus tard. Comme je vous ai dit, ça va être le cas des personnes qui sont rentrées de manière irrégulière. Et puis, une fois sur le territoire, au bout de quelques mois, elles ont eu un emploi. Et donc là, elles souhaitent, après, encore une fois, une période, se régulariser parce qu'elles se sont créées ce motif de séjour économique. Elles sont maintenant sur le territoire avec un travail. Donc là, comme on est déjà dans l'admission exceptionnelle au séjour, le visa long séjour, il est facultatif. D'accord? Par contre, il va falloir donc qu'on prouve une ancienneté de travail de 24 mois durant au moins 12 mois consécutifs. Comme on l'a vu sur la circulaire Retailleau, maintenant on demande au préfet et aux préfètes de favoriser les demandes qui émanent de personnes qui ont un métier en tension ou qui travaillent dans une zone en tension. Donc, il y a la liste d'ailleurs qui a été publiée il y a un mois, je crois, un peu moins peut-être. Il va falloir aussi que moi, quand je monte le dossier d'admission exceptionnelle au séjour, je montre une intégration, une maîtrise du français, je sais pas, une absence de condamnation pénale pour dire d'ores et déjà que on n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Une fois que j'ai ce titre de séjour que j'obtiens par admission exceptionnelle au séjour et que je garde ce motif économique, ce tiroir économique, je peux ensuite passer sur carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident si je justifie que je suis en France de manière ininterrompue depuis au moins 5 ans et que j'ai vraiment cette maîtrise
de la langue française. D'accord? Donc, l'idée, encore une fois, de ces tableaux, ça peut sembler rapide, c'est vraiment de vous dire, une fois que je sais dans quel motif je suis, je sais si je suis dans du plein droit ou si je suis dans l'AES, bah là, j'ai un trou, je reprends mon PowerPoint, je prends mes tableaux, je me mets dans le motif que je souhaite obtenir pour la personne et je regarde les conditions d'obtention. Je vous ai mis les articles du CESEDA, donc le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprendra donc les conditions à avoir et tout. Donc ça, c'est vraiment, ce tableau-là, il est plutôt fait pour un apport personnel quand vous aurez plus de temps à côté. D'accord? Les études, pareil, je ne sais pas si vous rencontrez des étudiants. Je voulais potentiellement voir plutôt le côté humanitaire que vous rencontrez peut-être, notamment avec les étrangers malades. Ça peut, euh, ça peut se rencontrer assez souvent. Donc, une personne qui a une maladie, en fait, très, très grave, qui a des soins en France, enfin, très grave, qui a des soins en France et surtout qui ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine. Donc, c'est prouvé qu'il faut qu'elle reste en France pour se soigner puisque dans son pays d'origine, il n'y a pas ce médicament-là ou il y a ce médicament-là, mais il est très difficile d'accès. Enfin, c'est vraiment prouvé qu'en cas de retour, on va avoir une diminution significative de la qualité de vie. D'accord? Et ça peut, ça rentre dans la case du plein droit. Pareil, assez logique là-dedans. Ne demande pas le visa long séjour, il est facultatif parce que on prend en considération les situations dans lesquelles la personne tombe malade sur le territoire français ou alors ne savait pas qu'elle était malade et donc son état se détériore une fois sur le territoire français. Donc l'idée, c'est de ne pas la bloquer en lui reprochant d'être entrée de manière irrégulière. C'est assez logique, compte tenu de la situation même de la personne qui est donc étranger malade. D'accord? Donc pareil, vous aurez de l'AES, vous aurez du plein droit. Sur l'AES, comme je vous l'ai dit, la circulaire Valls, elle parlait pas mal des victimes de violences conjugales, de traite des êtres humains, de réseau de proxénétisme. C'est quelque chose qu'on a véritablement perdu avec la circulaire Retailleau. Voilà. Et on n'a pas du tout, comme je vous l'ai marqué dans le tableau, on n'a plus d'orientation sur ces AES humanitaires avec la circulaire Retailleau. Okay. Je vous ai fait 2 focus dans le diapo, puisque je me suis imaginé que c'était peut-être... moi, je sais quand je fais des formations, j'ai souvent des personnes qui travaillent avec des mineurs non accompagnés ou des personnes qui travaillent avec des bénéficiaires de la protection internationale. Donc, je vous ai fait 2 focus, donc le mineur qui devient majeur, donc pour lequel on va préparer la majorité, c'est-à-dire que nous, on le rencontre mineur, mais une fois si on reprend la toute première slide qu'on a vue ensemble, une fois qu'il a 18 ans, il est dans l'obligation de justifier d'un droit au séjour. Donc, il faut en fait préparer la majorité des mineurs qu'on accompagne. Et pareil pour eux, vous aurez du plein droit et vous aurez de l'admission exceptionnelle au séjour. Et en plein droit, vous allez avoir par exemple ceux qui sont entrés par regroupement familial, ceux qui sont nés en France, ceux qui sont en France avant d'avoir obtenu l'âge de 13 ans. Et en AES, vous aurez les prises en charge ASE qui se font plus tard, notamment. Ou les mineurs scolarisés depuis leurs 16 ans et qui sont du coup inscrits dans un établissement d'études supérieures. D'accord ? Pareil, là, l'idée, ça va être d'envoyer le dossier de régularisation à la majorité dans les 2 mois normalement, mais de préparer le dossier en amont si possible. Parce qu'il y a des documents à obtenir qui peuvent prendre du temps, des pièces justificatives. Donc, c'est pas mal de préparer avant, mais de déposer, bien évidemment, dans les temps. OK? Pareil, ça ne change pas. Vous trouverez dans le tableau comment je commence avec une carte de séjour temporaire, comment je peux passer sur du pluriannuel, comment je peux passer sur du résident. Donc, pour la temporaire, les conditions. OK?
et les codes du CESEDA que vous pouvez relire pour vous y retrouver. Par exemple, l'entrée avant l'âge de 13 ans, on voit qu'on doit justifier par tout moyen résider habituellement en France avec au moins un de ses parents, et ce, depuis au moins l'âge de 13 ans. Vous voyez, ça peut prendre du temps. Par exemple, à obtenir, je suis sur un dossier pour un mineur qui veut se régulariser, donc il est majeur l'année prochaine, enfin non, même pas 7 mois, il veut se régulariser sur ça, et là, ça fait vraiment des mois et des mois que le dossier il est monté, en fait, mais qui sera déposé du coup qu'à la majorité. Ok. Donc, prendre de l'avance. Pour le coup, ça peut être pas mal pour les mineurs. Ensuite, je vous ai aussi fait un focus MNA, donc les mineurs non accompagnés. Donc, de plein droit, ça sera la prise en charge ASE avant 16 ans. Et en admission exceptionnelle au séjour, ça sera la prise en charge ASE après 16 ans. Ok. Vous avez aussi les mineurs qui ont des liens privés et familiaux en France, ou les mineurs qui ont été en France, mais qui ont été victimes d'un réseau de traite des êtres humains. D'accord. Le petit tableau, comme d'habitude. Voilà. Et le deuxième focus que je vous ai fait, que vous retrouverez aussi en dessous, par contre, dans l'annexe, je vous ai fait un focus pour les bénéficiaires de la protection internationale, puisque, en fait, donc, ce qu'on a vu déjà, si on reprend nous ce qu'on a vu, si je suis réfugiée, et après on fait la pause, promis. Si je suis réfugiée, j'ai une carte de résident de 10 ans. Si j'ai la protection subsidiaire, j'ai une carte pluriannuelle de 4 ans. Si vous avez des doutes sur la différence entre réfugiés et protection subsidiaire, vous pouvez le mettre dans le chat. Peut-être que ça a déjà été mis. Je pourrais répondre après la pause. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Carte de résident pour les réfugiés, carte de séjour pluriannuelle pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Mais ce qui se sait moins, c'est que quand j'ai une personne que j'accompagne et qui fait une demande d'asile, et que quand j'apprends à la connaître, à connaître son parcours, à connaître sa vie, je me rends compte qu'elle rentre dans un autre tiroir. Donc, elle rentre dans le tiroir humanitaire. Donc, elle a des craintes, etc. On va faire la demande d'asile, mais je me rends compte aussi qu'elle rentre aussi dans la case étranger malade. Voilà, elle était déjà malade au pays, elle n'a jamais réussi à se faire soigner, puisque elle me dit que cette personne me dit que en fait elle n'a jamais réussi à se faire soigner parce qu'il n'y a pas de médicament au pays, que son médicament existe en France. Donc là, ça fait tilt. Je me dis mais elle me rentre aussi dans la case étranger malade. Eh bien, la règle est que pour les demandeurs d'asile, on peut faire 2 demandes en parallèle. Donc, je vais faire ma demande d'asile, je vais lancer la principale, la demande d'asile, et en même temps, je vais lancer une demande de titre de séjour sur le motif, l'autre motif auquel la personne répond. Si je reprends mon exemple étranger malade, je lance ma demande d'asile et j'ai 3 mois pour lancer en parallèle une demande de titre de séjour étranger malade. Pour toutes les autres demandes, ça va être 2 mois. 3 mois, on laisse 1 mois en plus pour les étrangers malades, ne serait-ce que, par exemple, le temps de se voir diagnostiquer, en fait, ce qu'on a, par exemple. D'accord? Donc, les demandeurs d'asile se mettre en tête que c'est obligatoire de faire les 2 demandes en même temps. L'idée, c'est que la demande d'asile, elle prévaut. Donc, on va d'abord se concentrer sur la demande d'asile. Pendant que la demande d'asile, elle est en train d'être étudiée, le préfet, la préfète étudie ma deuxième demande de titre de séjour, par exemple l'étranger malade. J'ai pas de réponse. J'attends d'avoir une réponse pour l'asile, de savoir si je l'ai. Si je l'ai, je suis régularisée au titre de l'asile. Si je ne l'ai pas, la préfecture est censée pouvoir me dire. Jamais, il faudra bien cet après-midi. Si j'ai mon titre de séjour, par exemple, étranger malade ou pas. Donc ça, c'est la petite spécificité des demandeurs d'asile, pour lesquels on peut faire 2 demandes en même temps. Alors, on a déjà des questions qui vont un peu concerner la partie dématérialisation. Donc, pour ceux qui demandent comment on fait, comment on choisit l'ANEF, qu'est-ce qui se passe quand ça dure trop longtemps, ça va arriver. Mais donc, on a tout simplement des questions plutôt sur
les personnes qui ont des questions sur le trouble à l'ordre public, enfin en gros des questions sur quand on fait une demande, quels sont les risques et donc je pense que c'est pas les mêmes personnes en plus, des personnes qui questionnent sur les femmes victimes de violences ou les hommes qui ont été au contraire condamnés et qui vont faire des stages suite à une condamnation. Est-ce que c'est un risque dans le cadre d'une demande d'un titre de séjour, cette notion de trouble à l'ordre public? Est-ce que tu peux un peu revenir justement là-dessus? Oui, alors du coup, le trouble à l'ordre public, c'est vraiment, enfin, c'est hyper large comme thème. C'est un thème de formation d'ailleurs qu'on a, euh, qu'on a animé avec Ressources Urbaines cette semaine. Donc, toute une journée sur le thème de ce trouble à l'ordre public et de ses conséquences. Et s'il y a quelque chose qu'il faut potentiellement, enfin, pour moi, retenir, c'est qu'il n'y a pas de définition légale du trouble à l'ordre public ou de la menace à l'ordre public. C'est-à-dire que on ne trouve pas dans un code, article, je sais pas, le trouble à l'ordre public et ça. C'est pas quelque chose qui est défini, c'est quelque chose qui est plutôt interprété par la jurisprudence, donc les juges du tribunal administratif. Et donc, par exemple, pour le cas que tu as cité pour les personnes étrangères victimes de violences conjugales, donc on avait eu un cas comme ça d'une femme victime de violences conjugales et qui du coup avait eu un stage avec, donc enfin, l'auteur des violences avait eu le stage et elle aussi avait eu le stage. Et en fait, elle a été notifiée d'une obligation de quitter le territoire français, puisque considérée comme représentante d'une menace à l'ordre public, alors qu'elle était elle-même victime de violences conjugales. Mais je pense que c'est parce que du coup le préfet ou la préfète a vu qu'il y avait un stage et qu'il s'est dit cette personne a un comportement qui est constitutif d'une menace à l'ordre public. Et donc quand vous avez des cas comme ça, le premier réflexe à avoir, c'est de se tourner vers un juriste ou un avocat-avocate, puisque une OQTF, ça se conteste. Parfois, ça se conteste sous un délai très très court de 48 heures. Parfois, on a un peu plus de temps. Mais une OQTF prise sur le joug de la menace à l'ordre public se conteste. Donc là, par exemple, on avait pu faire annuler cette obligation de quitter le territoire français en disant que en fait, c'était elle la victime des violences conjugales et donc qu'elle ne pouvait pas être considérée comme ayant un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. J'espère que ça donne un début de réponse, mais du coup, comme c'est pas défini, en effet, on peut avoir un peu tout dans cette notion. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en tant que personne qui accompagne, de pouvoir contester quand la menace à l'ordre public, elle est contestable. OK ? Si on reviendra dessus par écrit dans les réponses, de toute façon. Oui. On a quelques questions qui concernent un peu la régularisation. Donc, entre autres, sur l'OQTF dans la régularisation, ça dure combien de temps? On a des questions sur, voilà, quelqu'un qui me dit, mais l'OQTF, est-ce que ça a une durée? Des personnes qui disent, mais en fait, est-ce qu'on fait quand même encore des demandes pour enfants scolarisés? Est-ce que ça marche? Comment on fait? Et le niveau de langue. Ok. Alors, il y a des parties que je ne vais pas me spoiler. Par exemple, le niveau de langue, on va en parler ensemble. C'est dans la formation. Pour les OQTF, parfois on entend souvent les personnes dire de toute manière, moi je vais attendre 1 an et après 1 an, mon OQTF, elle aura disparu. Elle n'existera plus. C'est pas c'était le cas avant, et encore, on ne peut pas vraiment parler de disparition d'une OQTF. Mais en gros, il y a une nouvelle loi qui est passée, une nouvelle loi immigration, qui dit qu'aujourd'hui, quand une personne elle se voit notifiée d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle ne l'exécute pas, c'est-à-dire qu'elle ne part pas, ou qu'elle ne la conteste pas, ou alors qu'elle la conteste, mais que le tribunal la confirme et qu'elle reste quand même en France, une obligation de quitter le territoire français non exécutée reste dans un dossier pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, je peux être, par exemple, éloignée via un centre de rétention administrative sur cette même obligation de quitter le territoire. L'idée, c'est que juste après 3 ans,
Si on veut effectuer mon éloignement, il va falloir prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire. Mais sinon, pendant 3 ans, elle est dans le dossier. Et donc, si on prend vraiment en théorie, pendant 3 ans, je suis bloquée dans ma demande. Mais imaginons, j'ai une obligation de quitter le territoire en 2000, on est quoi, en 2025, en 2023. Ça passe assez récent, et que en fait plus tard ma situation elle change drastiquement. C'est-à-dire que je deviens la mère par exemple d'un enfant qui est français. Imaginez. Là, je me suis créé un motif de séjour qui est en plus de plein droit et qui est en plus né après mon OQTF. Et bien là, je peux justifier d'éléments nouveaux en fait, en droit, qui pourrait me permettre de quand même lancer mon dossier de régularisation. Mais si j'ai une OQTF, je ne l'ai pas contestée, je ne l'ai pas exécutée, rien n'a changé dans ma situation, pendant 3 ans, elle reste dans le dossier. OK? Très bien. Écoute, merci. Et puis, on avait une question sur les passeports. Je ne sais pas si tu y reviendras, peut-être avec la dématérialisation. Je l'ai passé. Du coup, si j'ai bien vu, c'est des cas où on ne laisse pas la personne déposer son dossier de titre de séjour parce qu'elle n'a pas de passeport. Si j'ai Voilà. bien compris. Voilà. Et c'est une pratique apparemment du Val-de-Marne. Le passeport fait partie des pièces manquantes, donc on leur donne des rendez-vous pour qu'ils puissent le déposer. Mais bon, on le sait tous, hein, quand il n'y en a pas et qu'il faut en refaire un, ça prend du temps. Et ensuite, dans la nef, ce n'est plus possible. Donc, comment on fait? Voilà, quand En on fait, a ces problématiques-là. Voilà. oui, j'ai pas du tout l'article de l'eau en tête, mais c'est pas obligatoire le passeport pour le dépôt. Le passeport est obligatoire pour retirer le titre, mais au titre du coup du dépôt, la préfecture est pas censée dire à la personne vous revenez avec le passeport et puis en effet en une semaine la personne elle n'a pas le temps de se refaire un nouveau passeport. Donc là pour ces situations-là, ce que je conseillerais de faire, c'est d'aller en préfecture ou de déposer sur le site de la nef un texte, un écrit qui explique pourquoi le passeport n'est pas obligatoire pour le dépôt, donc l'étude du dossier elle peut se faire sans passeport, mais que par contre, je rappelle qu'elle le sera pour le retrait. Donc moi, ma solution, ça serait de partir en fait avec un texte quoi, où c'est justifié. Et donc, Et que je pourrais mettre dans le... Voilà, on mettra dans la question, dans la réponse à cette question, on vous mettra un petit tableau qui reprend la décision du défenseur des droits, le DDD, dans lequel justement il explique la non-obligation lors du dépôt du passeport et le fait que l'identité, puisque c'est ça qui est importante, et la nationalité peuvent se prouver par tout moyen, dont la présentation d'attestations consulaires qui sont quelquefois plus faciles à obtenir, ou de différents documents permettant de conclure à une cohérence sur l'état civil et la nationalité. En revanche, vous aurez aussi le texte qui vous dit que ce n'est finalement pas une obligation. Voilà, en tout cas au moment du dépôt. Ça reste une problématique lors du renouvellement, voilà, puisque normalement, là, on est sûr du renouvellement. Pareil, on vous ferait un petit topo pour expliquer que la personne, elle est en cours, par exemple, de renouvellement de son passeport, mais que ça ne doit pas bloquer la délivrance des documents qui actent du renouvellement jusqu'à la remise du titre de séjour lorsqu'il sera remis dans le cadre d'un renouvellement. Il y avait une petite question sur protection subsidiaire et statut de réfugié. Je te laisse finir et peut-être continuer finalement ensuite la formation. Oui. Voilà, merci. Alors moi, j'ai juste vu passer une sur, là, tout de suite sur les OQTF, comme j'étais dessus, qui dit qu'il y a comment la personne doit agir lorsqu'elle se voit remettre une OQTF sans date butoir. En fait, il y a toujours une date. C'est dans la décision d'obligation de quitter le territoire. Je vais très rapidement, soit laisser à la personne 1 mois pour contester et ou pas, enfin quitter le territoire, soit la personne a une obligation de quitter le territoire sans délai. Et donc là, il n'y a plus que 48 heures pour contester. Et en théorie, la personne doit quitter le territoire assez rapidement. Et pour en effet protection subsidiaire et réfugiés. Donc
Les deux sont dans le tiroir, le bénéficiaire de la protection internationale, BPI. Le réfugié, ça va être une personne qui a des craintes, on va le faire simplement, qui a des craintes qui relèvent de ce qui est prévu par la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Donc, ça va être des craintes qui vont naître de raisons politiques. Ça va être parce que j'appartiens à un groupe social. Donc, un groupe social, c'est très large. Et dans le tiroir groupe social, il y a d'autres tiroirs. Par exemple, les femmes victimes de mariage forcé, les femmes victimes de mutilation génitale. Ça va être pour donc c'est un terme que nous, on n'aime pas en France, mais les personnes qui ont des craintes en raison de leur race, qui vont être donc discriminées dans leur pays. Donc, la Convention de Genève, elle donne des motifs de crainte. Et si la personne, elle rentre dedans, elle rentre dans le statut de réfugié. Maintenant, la protection subsidiaire, ça va être pour les personnes qui ont des craintes quand même, mais qui ne rentrent pas dans les motifs prévus par la Convention de Genève. Ça va par exemple être le cas des personnes qui vont fuir un pays en guerre, par exemple. Et donc là, on va obtenir une protection subsidiaire puisque la simple présence de cette personne dans ce pays-là est un danger pour elle. Ça va être le cas, on a une forme de protection subsidiaire qui est consacrée aux personnes qui risquent la peine de mort en cas de retour. Quand je travaillais en asile, c'était souvent le cas, par exemple, j'avais beaucoup de femmes somaliennes accusées d'adultère et du coup, elles disaient, en cas de retour, moi, je risque donc la peine de mort qui est appliquée en Somalie pour ce fait-là. Et donc, il y a la protection subsidiaire pour ça. Donc, la différence, c'est si je rentre dans un motif conventionnel de la Convention de Genève, j'obtiens le statut de réfugié. Si j'ai quand même des craintes, mais que c'est pas dans la Convention de Genève, mais que l'OFPRA reconnaît ou la CNDA reconnaît que j'ai quand même des craintes si je rentre, parce que pays en guerre ou autre, là, j'obtiens la protection subsidiaire. On arrive du coup sur la partie concernant le dépôt de la demande de titre de séjour. Si on reprend toujours notre espèce de frise chronologique prévue par le PowerPoint, on a vu les généralités. On a vu comment bien entrer ou comment ne pas entrer de manière l'entrée régulière et l'entrée irrégulière, les conséquences que ça pouvait avoir. On a vu qu'il y avait deux types d'obtention de titre de séjour, le motif, l'obtention de plein droit, l'obtention via l'admission exceptionnelle au séjour. On a vu un peu ce que c'était que l'admission exceptionnelle au séjour. On a vu quels sont les différents tiroirs qui peuvent permettre à une personne de se régulariser. Tiroir familial, tiroir académique si je suis avec quelqu'un qui est étudiant, tiroir économique si je suis face à quelqu'un qui a un contrat de travail. Donc là, on sait déjà tout ça. Maintenant qu'on sait si on est sur du plein droit, sur de l'admission exceptionnelle au séjour, si on est sur un motif familial ou ça, il faut qu'on sache comment, du coup, faire la demande, comment la déposer. Donc, je reprends mon tableau que je vous ai montré en PowerPoint. Je regarde un peu comment je monte mon dossier. Et ensuite, là, on va parler de quelque chose que je pense vous aimez beaucoup, qui est la dématérialisation. Du coup, la dématérialisation, comme son nom l'indique, c'est ce processus qu'on voit depuis ces dernières années, de ne plus avoir un accès physique, de ne plus avoir un contact physique avec la préfecture, puisque ça va passer du coup maintenant via des plateformes. On a donc l'ANEF, on a la plateforme de démarche simplifiée, et l'idée c'est que quand aucune des deux fonctionne, la préfecture elle a l'obligation de quand même proposer une autre solution à la personne. Ok ? Donc, on va commencer avec la nef. Donc, à droite de votre écran, normalement, vous avez un screenshot de la plateforme. En fait, quand vous mettez ANEF sur Google, c'est ça qui va sortir. Et vous voyez que vous avez plusieurs onglets et que du coup, vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Donc, par exemple, vous avez l'onglet « Je valide mon visa long séjour, Valentine de séjour ». On a vu qu'il fallait le valider dans un délai de 3 mois après l'arrivée.
Si je pars sur une première demande de titre de séjour, je clique sur le deuxième, je demande ou je renouvelle. Du coup, si je pars sur un renouvellement. Vous voyez aussi qu'il y a d'autres choses qui se demandent sur la nef, notamment la demande d'autorisation de travail qui doit être faite pour l'employeur qui souhaite recruter du coup une personne étrangère. Vous allez avoir les déclarations de changement de situation, donc les changements d'adresse se font par exemple sur la nef, très important, pour que la personne elle continue à bien suivre si elle reçoit des courriers ou autre, quoi. Et donc, on a cet article 431, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la bouge, mais on a cet article 431-2 du CESEDA qui nous dit que pour savoir, donc ça c'était une question, si je dépose ma demande de titre de séjour ou de renouvellement sur la nef, je dois aller à l'annexe 9 du CESEDA. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, les personnes qui ne peuvent pas faire le dépôt en ligne, elles doivent bénéficier d'un accompagnement qui leur permet de faire quand même leur demande. OK? Pas lâcher dans la nature. Donc, la question, comment je sais si je dépose sur la nef ou pas, la réponse est dans l'annexe 9 du CESEDA. D'accord? Donc, cette annexe 9, elle fait vraiment très mal aux yeux parce que c'est pas une liste de titres de séjour, c'est une liste d'arrêtés. Donc, les titres de séjour, en fait, ils ont été ajoutés de manière petit à petit sur le site de la nef. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y a un arrêté de 2021 et le dernier du 1er juillet 2024. Et donc, l'idée, c'est de cliquer sur chaque arrêté et de voir si mon titre de séjour, il est dedans. Dans le PowerPoint que vous aurez au format PDF, dans les notes, vous aurez la liste parce que c'est vraiment pas... c'est pas facile de lire avec les arrêtés, donc il y aura la liste des titres de séjour que vous pouvez demander. D'accord? Donc, l'idée, c'est que quand vous rencontrez une personne, que vous savez quel titre de séjour vous voulez demander, vous alliez sur l'annexe 9 du CESEDA. Si votre titre de séjour est dessus, vous allez sur le site de la nef. Le site de la nef, pareil, à votre droite, vous avez donc la capture écran de comment créer le compte pour la personne ou comment une personne peut se créer son compte si c'est la première fois qu'elle se connecte. D'accord? Donc, soit avec son numéro de visa, si elle a un visa, soit avec le numéro du titre de séjour, le numéro étranger. OK? Et donc, à gauche, on reprend juste tout ce qui est possible de faire sur cette plateforme. Donc, là, je vous ai fait une fiche réflexe, on va appeler ça comme ça, chronologique aussi, sur ce que je fais en fait. La première, comme vous le voyez, c'est que je vérifie déjà si c'est la nef qui concerne ma demande. Donc, je vais d'abord sur l'annexe 9 pour voir si c'est la nef, si c'est sur la nef que je dois déposer ma demande. Ensuite, si c'est le cas, je vérifie que tout ce que je saisis comme information sont complètes et correctes. Parce qu'après, vous avez des soucis, tout simplement. Dans l'association, on a ma collègue est travailleuse sociale, et elle a souvent des soucis avec des personnes qui vont créer un compte à nef avec une adresse mail et puis ensuite ils ont oublié le mot de passe, ils n'ont plus accès et tout. Donc vraiment très important de mettre les bonnes informations. Ok ? Ça c'est plutôt le réflexe pour le coup. Si je rencontre un problème sur la nef, je saisis obligatoirement le centre de contact citoyen. C'est via le formulaire en ligne. Okay ? Le centre de contact citoyen, il répond toujours, parfois hors sujet. Je vous l'accorde, mais en tout cas, il répond. Et ça, déjà, ce début de réponse, c'est des preuves, en fait. Si le blocage est persistant, ça reste une preuve. J'ai déjà contacté le centre de contact citoyen, on ne m'a pas apporté de réponse, donc là, je passe à l'étape supérieure. Si le CCC vous répond bien et que vous avez votre réponse, tant mieux. Si par contre, le blocage persiste, là, c'est à ce moment-là qu'on passe, donc, comme je vous l'ai dit, à l'étape supérieure, où on va solliciter la préfecture, soit par courrier avec, moi je recommande toujours le courrier avec recommandé, pour le coup, qu'on peut après doubler d'un mail, mais c'est toujours mieux, par exemple, quitte à choisir entre le recommandé et que des mails, je veux vraiment aller sur le recommandé, parce qu'au moins, même si on n'a pas de réponse, on a la preuve que la préfecture, elle a reçu. OK ?
Et donc, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, l'idée, c'est d'obliger en fait la préfecture à nous donner une autre solution, puisqu'elle est dans l'obligation de le faire si les blocages ANEF sont trop persistants. Si au bout d'un mois, vous n'avez toujours pas de nouvelles, okay, donc, ni du CCC ou de la préfecture, vous avez des nouvelles du CCC, c'était pas ce que vous souhaitiez, donc vous avez saisi la préfecture, pas de réponse, ne laissez pas traîner la chose, vraiment. Ne laissez pas traîner la chose et du coup, allez voir une association ou orienter vers une association ou un ou une avocate. Donc, il y a des associations pardon, qui sont spécialisées en droit des étrangers, qui font qui consacrent des temps où elles peuvent, par exemple, accueillir du public. Mais vraiment, le principal, si vous pouvez retenir quelque chose de cette fiche réflexe, c'est de ne pas laisser les choses traîner trop longtemps. OK? Je vois que le chat est rouge, mais je ne vois pas encore vos questions, donc voilà. Ça, cette fiche-là, si vous pouvez la voir, je sais pas si vous voulez l'imprimer ou quoi, mais c'est une petite fiche qui reprend chronologiquement les choses à faire. D'accord? Ça, c'est la nef. C'est le site de la nef. Maintenant, si je vais sur mon annexe 9 et que je ne trouve pas le titre de séjour que je veux déposer sur l'annexe 9, ça veut dire qu'il ne se dépose pas encore sur la nef. OK? Et donc, s'il ne se dépose pas sur la nef, c'est qu'il se dépose pas sur démarche simplifiée. L'idée de la nef, c'est de déposer tout et ensuite tout se fait un peu de manière virtuelle comme ça. J'ai mes attestations, je peux suivre l'avancée de mon dossier, etc. La différence avec démarche simplifiée, c'est que sur démarche simplifiée, je télécharge mon dossier, je monte mon dossier sur démarche simplifiée et une fois qu'il est complet, là, je peux obtenir un rendez-vous. D'accord? Mais donc, la différence entre les deux, je le rappelle, si mon titre de séjour, le titre de séjour que je veux demander n'est pas sur l'annexe 9, c'est qu'il est sur démarche simplifiée. Pareil, dans les notes du PowerPoint, je vous ai mis le lien pour un site, c'est un site service public, donc officiel, où vous avez les préfectures et les titres, enfin les choses que vous pouvez demander sur démarche simplifiée. Donc, par exemple, préfecture des Hauts-de-Seine, autorisation provisoire de séjour pour parents accompagnant un enfant malade. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui ne se demande pas sur la nef. Vous cliquez dessus et vous êtes redirigé directement sur la plateforme. OK? Donc, vous avez l'annexe 9 que vous pouvez trouver sur Internet ou vous prenez la liste qui est sur le PowerPoint. Si ce n'est pas dessus, vous cliquez sur le site, le lien que je vous ai mis en note du PowerPoint et vous regardez donc la préfecture qui vous intéresse et vous checkez si la demande que vous souhaitez faire est dessus. OK? Et l'idée, en gros, c'est que ce soit pour la nef et pour démarche simplifiée, donc pour toute demande de titre de séjour confondu, il y a une autre annexe qui entre en jeu. L'annexe 10 du CESEDA. C'est le même code. On a l'annexe 9 et juste après, on a l'annexe 10. L'annexe 10, c'est un espèce de tableau qui défile. D'accord ? Là, je vous ai mis que le début avec les titres. Et donc, dans ce tableau, vous aurez les catégories de type de séjour que vous voulez demander. Le type, est-ce que vous voulez faire partir sur la carte de séjour temporaire? Est-ce que vous voulez partir sur la carte de séjour pluriannuelle ou la carte de résident? Après, les pièces justificatives que vous devez mettre au dossier. D'accord? Cette annexe 10 est vraiment très bien pour ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir, quelles sont les pièces qui sont demandées pour le titre de séjour que vous souhaitez demander pour la personne que vous accompagnez. 2, à quel point est-ce que le dossier est complet. Ça va peut-être pour les personnes qui suivent un dossier en cours de route. Si vous voyez qu'il y a toujours des demandes de documents complémentaires qui sont faites, etc., vous pouvez très bien en fait reprendre cette annexe 10, reprendre ce qui a déjà été déposé et faire cocher ce qui a déjà été déposé, ce qui manque, etc. D'accord? Donc, là, l'idée, quand on est en présentiel, c'est de refaire un peu ce cercle à l'oral, mais là, on va le faire tous ensemble. La première étape, c'est que j'ai analysé les conditions
dans lesquels la personne qui est en face de moi est entrée sur le territoire. Est-ce qu'elle est entrée de manière régulière avec un visa long séjour ou est-ce qu'elle est entrée de manière irrégulière et qu'elle s'est créée du coup un motif de séjour? Ensuite, j'analyse sous quel motif la personne, elle séjourne en France. Est-ce qu'elle séjourne en France du fait d'un motif familial? Est-ce qu'elle séjourne en France du fait d'un motif économique? Est-ce qu'elle séjourne en France du fait d'un motif humanitaire, donc d'une maladie ou autre? Est-ce qu'elle séjourne en France parce qu'elle est en pleines études? Une fois que j'ai analysé ça, je vais analyser si les conditions de base de la demande de titre de séjour, elles sont validées ou pas. Par exemple, tout simplement, est-ce que j'ai une des conditions, c'est mon visa long séjour? Est-ce que je l'ai? Si je l'ai, ok, je peux encore continuer sur mon plein droit. Si je ne l'ai pas ou que de fait, je sais que je dois partir sur l'admission exceptionnelle au séjour, est-ce que la personne en face de moi, elle est 7 ans de présence? Est-ce que la personne en face de moi, elle a de quoi justifier son niveau de français? Est-ce que la personne en face de moi, ça c'est pour tout le monde, a déjà eu affaire à la justice? Est-ce qu'elle a déjà eu une obligation de quitter le territoire français, etc. Une fois que j'ai ces réponses-là, je vais sur le site internet du CESEDA, je tape sur Google annexe 9 du CESEDA pour commencer à chercher mon titre de séjour. S'il est sur cette annexe 9, je sais que je dois aller le déposer sur le site de la nef. Nouvel onglet, j'ouvre le site de la nef, je crée un compte avec la personne. Si je ne le trouve pas dans mon annexe 9, je sais qu'il doit être sur démarche simplifiée. Donc là, je vais aller sur le site démarche simplifiée, faire ma demande. Si, pour X ou Y raison, je ne le trouve ni sur la nef, ni sur démarche simplifiée, il faut que je saisisse immédiatement la préfecture. D'accord? Une fois que je sais à peu près où aller, finalement, je prends ma dernière annexe, mon annexe 10 du CESEDA, pour voir quels sont les documents qui seront demandés à cette personne pour qu'elle dépose son titre de séjour. Et là, vous avez un beau parcours de l'accompagnement, si je puis dire, de la personne ou au moins des des premières explications que vous pouvez donner à une personne. D'accord? Là, vous avez le lien internet pour le CESEDA. Normalement, vous pouvez cliquer dessus quand c'est sur format, quand vous recevrez le PDF et ça vous fera tomber sur le CESEDA. Si vous n'arrivez pas à cliquer dessus, vraiment, Google annexe 9 CESEDA, annexe 10 CESEDA et elle sort. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'accord? Une fois que j'ai déposé du coup ma demande de titre de séjour, et ça aussi c'était des questions, qu'est-ce qui se passe après? On va parler de ça va être aussi les délais. Okay? Tout d'abord, il faut savoir que un dossier de titre de séjour, pour que les choses se fassent dans les règles et que nous aussi, nous les professionnels du droit, on est aussi un levier en cas de problème, c'est que le dossier, il doit vraiment être complet. Et je sais que la personne en face de moi ou que moi avec elle, on a soumis un dossier complet quand les documents qui me sont demandés sur l'annexe 10 du CESEDA sont joints à ma demande. Si tous les documents qui me sont demandés sur l'annexe 10 sont dans ma demande, je sais que mon dossier est complet. S'il manque des documents, mon dossier il est du coup incomplet. Et ça va vraiment avoir des conséquences. Sur le site ANEF, la conséquence sera que que la préfecture n'est pas dans l'obligation de donner une attestation de prolongation d'instruction. Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée, c'est que tant que le dossier n'est pas complet, moi, en tant que préfecture, je ne peux pas l'étudier. Donc, ce n'est pas de mon fait que je prends du temps à étudier le dossier, c'est parce qu'il me manque des documents. Et donc, si le dossier n'est pas complet, je n'ai pas l'obligation, en tant que préfecture, de donner une attestation de prolongation d'instruction de la demande. L'attestation de prolongation d'instruction de la demande, c'est comme un récépissé, quoi. C'est une attestation provisoire, mais elle est hyper importante puisque l'idée derrière cette attestation, c'est que la préfecture dise « j'ai le dossier, je mets du temps à donner une réponse, en attendant ma réponse, voilà de quoi prouver que vous êtes en séjour régulier sur le territoire. »
Mais si le dossier n'est pas complet, je n'ai pas cette attestation de prolongation d'instruction. Si je suis sur la nef, à ce stade, j'ai que mon attestation de dépôt. Je reçois vraiment au moment où je dépose. Mais si vous en avez déjà vu une, c'est littéralement écrit dessus que, un, ça ne permet pas de passer les frontières et que, deux, ça ne prouve pas de la régularité du séjour. OK? Sur le site de démarche simplifiée, si on reprend ce qu'on a déjà dit, la différence avec la nef, c'est que la nef, je dépose tout et ça se fait de manière dématérialisée du début à la fin. Sur démarche simplifiée, je monte mon dossier et c'est une fois qu'il est complet, du coup, que je peux obtenir mon rendez-vous. Et donc, la conséquence d'un dossier incomplet sur démarche simplifiée, c'est que la personne n'obtient pas de rendez-vous. Donc, c'est hyper important, cette notion de dossier complet. Et donc, aussi, ce réflexe d'aller sur l'annexe 10 du CZ. OK? Donc, là, on en a un peu parlé pour notamment les personnes qui n'ont jamais vu. Ça, c'est spécifique à la nef. OK? C'est ce qu'on reçoit sur la nef. Donc, sur la nef, le jour du dépôt de mon dossier, je reçois une confirmation de dépôt. Et ça qui est bien avec la matérialisation, pour le coup, la dématérialisation, c'est que ça se reçoit très rapidement. Je reçois ma confirmation de dépôt de ma demande de titre de séjour ou de renouvellement. Là, je vous en ai mis une de renouvellement, mais pour le titre, c'est pareil. Et vous pouvez voir que ce document constitue la preuve du dépôt de votre demande, mais qu'il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour, tout simplement. Et l'idée, c'est que si la préfecture met plus de temps que nécessaire à répondre à ma demande de titre de séjour et que mon dossier est complet, qu'il a été fait dans les temps, etc., je suis censée recevoir une attestation très rapidement de prolongation d'instruction. C'est la deuxième étape. Et sur cette attestation, donc celle-là, c'est une attestation de prolongation de première demande, la demande de titre de séjour que vous avez déposée, le tatata, est toujours en cours d'instruction. Cette attestation vous est délivrée pour autoriser votre présence en France entre le telle date et telle date. Et ensuite, le code, donc le CESEDA, dit que l'attestation provisoire d'instruction, elle est renouvelable autant de fois que nécessaire. Donc, jusqu'à ce que le préfet, la préfète donne une réponse. OK? Ensuite, sur votre attestation de prolongation d'instruction, il faudra voir s'il y a un droit à travailler ou pas. Et quand tout se passe très, très bien, la personne sur la nef, et que du coup tout se passe très très bien, son dossier est accepté. En dernière attestation provisoire, elle reçoit une attestation de décision favorable. Ça, cette attestation, elle dit « J'ai accepté votre dossier, ce titre de séjour vous sera bientôt délivré. Il est en cours de fabrication, matériellement en cours de fabrication. En attendant, je vous donne cette attestation de décision favorable. » Ce qui est bien avec cette attestation de décision favorable, c'est qu'elle prend les droits du titre qui va être obtenu. Par exemple, si le titre que je vais obtenir me permet un droit au travail, avec cette attestation de décision favorable, j'ai ce droit au travail-là, parce qu'elle reprend les droits qui me seront conférés dans mon vrai titre final. OK? Donc ça, c'est vraiment, le dossier est accepté. Donc, c'est pas la réponse qu'on attend. La réponse, c'est bon, elle est donnée. On n'est plus dans l'instruction. La réponse, elle est donnée, mais c'est la fabrication du titre de séjour. Donc, c'est la fabrication de la carte qui prend du temps. Et donc, en attendant cette fabrication, je vous donne l'attestation de décision favorable. Quand on passe sur démarche simplifiée, on reste sur le récépissé habituel, qui va du coup porter la mention du titre de séjour qui est demandé. Bon là, je ne sais pas si on voit vraiment bien à l'écran, mais donc telle personne a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la notion vie privée et familiale. Ce récépissé est valable de telle date à telle date. Il justifie de l'identité de son titulaire. Et pareil, ça va être c'est la forme qu'on avait aussi, enfin qu'on avait avant en fait, avant la nef, c'est ce qui va être donc donné à la personne quand elle passe via le site de démarche simplifiée. Quand le dossier, pareil, est complet, qu'elle a obtenu son rendez-vous parce que du coup son dossier est complet,
qu'elle a obtenu son rendez-vous et que donc elle a droit à obtenir ce récépissé. OK? Ça, je vous le dis quand même. Mais j'ai réessayé dernièrement. Enfin, ma collègue et moi, on a réessayé dernièrement et ça n'avait plus fonctionné. Donc, peut-être franchement, je vous le dis quand même parce que c'est une information intéressante, mais à tester. Je sais que souvent, on a des doutes sur quels droits viennent avec une attestation provisoire d'instruction, est-ce qu'il y a un droit au travail, etc. Et dans les attestations provisoires, il y a toujours un petit QR code en bas à droite. Et donc, sur les publications du ministère, il y avait toujours un petit encadré qui disait que pour lire en fait les informations qui sont sur l'attestation provisoire, la personne pouvait scanner le QR code et que tout allait s'afficher. Et donc, comme c'est pas un QR code comme habituel, il faut télécharger une application, celle-ci là, la 2D Doc Reader. Et moi, du coup, j'avais réussi à scanner et donc à lire les droits qui étaient dans plusieurs API, notamment quand on me posait la question de est-ce que je peux travailler avec ou pas. Bah, du coup, comme vous pouvez le voir, il y avait en fait écrit dès le début si la personne elle pouvait travailler ou pas. Cette personne, dans mes souvenirs, elle avait reçu une attestation de décision favorable et elle se demandait si elle pouvait travailler avec. Ok, mais donc voilà, à essayer parce que bah, c'est peut-être plus d'actualité. Mais je vous le mets quand même. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit plus d'actualité, mais à essayer quand même. Ok, ça peut être intéressant. Maintenant, on va venir répondre à la question du délai que nous avons vu passer dans les chats et qui est une information que je veux aussi que vous ayez vraiment avec vous à la fin de ce webinaire tatoué. C'est que, bon, déjà, on a déjà plusieurs tatouages, là, annexe 9, annexe 10, etc. On se rajoute le tatouage, je ne laisse pas les choses traîner. Quand j'ai pas une réponse depuis un moment, je saisis tout de suite une association en droit des étrangers ou un avocat, une avocate. Je crois que j'avais vu passer la question aussi, comment saisir un avocat, une avocate. Vous pouvez aller sur Internet, taper le barreau de votre ville, par exemple, je ne sais pas, barreau de Paris. Normalement, vous aurez une liste des avocats, avocates. Et sinon, des associations peuvent vous orienter vers des avocats, avocates en droit des étrangers. OK? Ne pas laisser traîner les choses. Pourquoi? Puisque en droit, on a un principe autour du silence. Parfois, on a ce principe que le silence vaut acceptation. Et parfois, on a ce principe contraire que le silence vaut rejet. Quand on dit silence, c'est qu'il n'y a pas de décision écrite. Par exemple, si j'ai un refus de titre de séjour, en temps normal, je suis censée recevoir un courrier de refus de titre de séjour que je peux contester, etc. Et en fait, dans certains cas, le fait de ne pas avoir reçu de réponse pendant un certain temps vaut une décision de rejet. En termes de titre de séjour, donc de demande de titre de séjour, le CESEDA nous dit quoi? Il nous dit que ce délai, il naît à partir de 4 mois sans réponse pour une demande de titre de séjour. Là, je veux faire une petite précision. Les 4 mois, c'est pas à partir du jour où vous avez déposé votre dossier, c'est à partir du jour où le dossier est complet. Ça veut dire si ça fait 6 mois, mais que il y a encore 2 semaines, la préfecture, elle vous demandait des documents complémentaires, on rentre pas dans ça. On rentre vraiment dans la situation du silence. J'ai déposé mon dossier, je sais qu'il est complet parce que je suis allée sur l'index 10 et que j'ai déposé tous les dossiers qu'il fallait. En plus de ça, la préfecture ne me demande rien de plus. J'ai pas de notification sur mon compte ANEF qu'il faut un complément. Ça fait 4 mois, plus de 4 mois, on laisse un peu quand même, plus de 4 mois et 4 mois et 2 semaines, et j'ai toujours pas de réponse. Là, je peux considérer que je peux jouer sur ma notion de rejet implicite. Quand je dis jouer sur la notion de rejet implicite, c'est parce que des fois, quand on dit ça, les personnes, elles sont en panique complet, elles se disent, ça y est, ma demande, elle a été rejetée. C'est peut-être le cas, mais c'est aussi peut-être, c'est possible que juste la préfecture est vraiment sous l'eau et qu'elle ne répond pas à temps. Mais dans tous les cas, si je dépasse les 4 mois, je peux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux introduire un recours, je peux introduire des courriers, je peux saisir le tribunal pour avoir des réponses. Soit j'aurai une réponse, oui, le dossier est rejeté pour ça, et derrière je conteste. Soit j'aurai une réponse, en fait, c'est pas que le dossier est rejeté, c'est qu'il n'a pas encore été étudié, mais au moins derrière, on a
une préfecture qui va plus vite, par exemple, ou un tribunal administratif qui va demander à la préfecture de donner une réponse sous temps de temps. OK? Donc, quand je suis une personne, que ce soit tout au début ou en cours de route, à partir du moment où, pour moi, en tant que professionnel, le dossier est complet, je me mets une alarme quelque part à rechecker avec la personne à 3 mois, 4 mois. S'il y a plus de 4 mois, la personne me dit j'ai vraiment zéro nouvelle, on peut entamer cette procédure de rejet implicite. Soit avec une association, donc une juriste, soit avec un ou une avocate. Avocate. OK? Voilà, donc ça c'est le petit nota bene que le délai de silence implicite il commence quand en fait on ne me demande plus de documents et que de fait mon dossier il est complet. Ok? Donc dernier petit bilan que je vais faire donc une par une. Du bilan du début de ce matin. On a vu tout au début que le fait même qu'on soit ici ensemble à discuter de titre de séjour et de renouvellement, c'est parce que une personne qui souhaite séjourner sur le long terme en France, elle est dans l'obligation de détenir un droit au séjour. Sinon, elle est en séjour irrégulier. Là, on est d'accord. On a vu que mon séjour, il pouvait naître de plusieurs motifs. Je séjourne en France pour un motif familial, je séjourne en France pour un motif économique, pour un séjour humanitaire, etc. Il y a juste... Ouais, voilà. J'ai vu qu'il y a certains types de séjours qui sont conditionnés à la régularité de mon entrée sur le territoire. Il y a certains types de séjours qui vont me demander en condition si je suis rentrée sur le territoire français de manière régulière ou non. Et d'autres où on a vu que c'était facultatif. Par exemple, si je deviens parent d'enfants français, on ne peut pas me reprocher d'être rentré de manière irrégulière. Ou si je deviens étranger malade, je n'ai pas cette obligation de justifier de mon visa. Ou alors, tout simplement, pour les bénéficiaires les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui, en nature même, quittent leur territoire de manière urgente. Elles quittent leur pays parce qu'elles craignent pour leur vie ou pour leur sûreté. Donc, on ne va pas non plus, en plus de ça, leur dire, bah oui, mais vous n'avez pas fait de demande de visa, donc votre demande d'asile, c'est pas possible. Non. Mais il y a des situations qui se prévoient en amont, par exemple les travailleurs, etc., où on va demander à ce qu'ils arrivent en France avec déjà un visa long séjour. J'ai vu que j'avais certaines demandes que je devais déposer sur l'ANEF, le site de l'ANEF. J'ai vu que si ce n'était pas sur le site de l'ANEF, a priori c'est sur le site de Démarches Simplifiées. Et j'ai vu que si c'est ni sur l'ANEF, ni sur Démarches Simplifiées, c'est qu'il faut que j'aille saisir directement la préfecture. J'ai vu que, là j'espère que dans votre tête, l'idée c'est qu'à chaque fois que je dis j'ai vu que, vous vous dites oui c'est vrai, j'ai vu que. Donc j'ai vu que l'obtention de certains titres de séjour, elle était de plein droit, c'est-à-dire je remplis les conditions, j'ai les documents qui me sont demandés, je dépose mon dossier, on ne peut pas me le refuser. C'est de plein droit. Et on a vu qu'en face, il y a des titres de séjour qui vont naître de l'admission exceptionnelle au séjour, comme le titre l'indique, le nom même l'indique. Je me suis créé un séjour à un moment T, et là, je vais donc demander à ce qu'on me régularise de manière exceptionnelle. Je ne suis pas rentrée dans les cases du plein droit, mais je monte quand même un dossier. Et donc, pour l'admission exceptionnelle au séjour, on retient donc cette nouvelle circulaire Retailleau, les 7 ans de présence, et le niveau de français et l'absence de menace à l'ordre public. On a vu que certaines demandes, elles sont conditionnées dans le temps, comme celles des mineurs qui atteignent leur majorité. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on pouvait préparer le dossier de la personne mineure que j'accompagne pendant qu'elle est encore mineure. Mais je ne peux pas, par exemple, le déposer trop tôt. J'ai déjà eu des personnes qui me disaient, bon, bah, est-ce que je peux le déposer? Là, le jeune a déjà 16 ans, est-ce que je peux le déposer? Franchement, vu le temps que ça prend, on aura limite une réponse dans 2 ans. En fait, c'est pas possible. La demande de titre de séjour pour les majeurs, elle se fait à l'attente de la majorité. Donc, rien ne vous empêche de préparer le dossier en amont. Vous pouvez le préparer 2 ans avant, il n'y a pas de problème, c'est très bien d'ailleurs. Mais vous ne le déposerez qu'à la majorité. Sinon, en fait, juste votre dossier, il sera clos. Ils vous diront que vous l'avez déposé trop tôt. C'est pas possible.
OK? Et il y a d'autres demandes qui ne sont pas conditionnées dans le temps. C'est-à-dire que, autre demande conditionnée dans le temps, normalement, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit aussi, on a les titres de séjour en parallèle de la demande d'asile. 3 mois quand je suis étranger malade, 2 mois quand je veux un autre titre de séjour. Et il y a d'autres titres de séjour qui ne sont pas conditionnés dans le temps. C'est-à-dire que étranger malade, je le dépose quand je suis conscient que j'ai cette maladie-là et que je ne peux pas me faire soigner dans mon pays d'origine. Parent d'enfants français, en théorie, je la demande quand je deviens parent d'enfants français. Enfin, même si je suis là en France depuis 4, 5, 6 ans. Et on a vu que pour savoir quelle pièce je dois demander, avec quelle pièce je dois faire accompagner mon dossier de titre de séjour, je dois aller vers l'annexe 10 du CESEDA, donc du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que je peux trouver sur Internet. Je vous ai mis le lien sur le PowerPoint. Et sur cette annexe, j'aurai littéralement la liste des documents qui sont obligatoires et qu'il faut que je donne à la préfecture. Est-ce que ça va jusque-là, même si je le saurai que dans quelques minutes quand je verrai le chat. Mais voilà, l'idée, c'est un bilan, c'est de se dire, oui, c'est vrai, on a vu ça, oui, c'est vrai, on a vu ça, oui, c'est vrai, on a vu ça. OK. Juste, il y avait des petites questions, si on pouvait revenir dessus, plutôt sur le fond des titres de séjour qui sont un peu revenus, entre autres sur c'est quoi un parent d'enfant français, comment on sait que l'enfant il est français. Il y avait eu des petites questions comme ça, sans faire le déroulé, mais en gros c'est la notion, c'est ce qu'on appelle le droit du sang, voilà. Donc c'est le fait d'avoir au moins un parent. C'est ça. L'enfant il est français si au moins un des parents est français. Voilà. Donc, oui, j'ai vu passer, je crois que quelqu'un disait, par exemple, si une personne étrangère a un enfant ici en France, donc naissance. Oui, si elle l'a eu avec une personne qui est française, l'enfant est français, mais si c'est 2 personnes étrangères qui donnent naissance en France à un enfant, ça ne vaut pas nationalité française. Et en tout cas, ça sera pour l'enfant, mais à 13, 16 ou 18. Voilà. Mais en revanche, les parents, eux, ne bénéficieront pas de ce qu'on appelle parents d'enfants français. Voilà. On est le titre de séjour parent d'enfants français, il intervient sur les situations de personnes dont l'enfant est français à la naissance parce qu'un des 2 parents est français. La preuve se fait souvent par la demande du certificat de nationalité, puisque le parent va déclarer, le parent français va déclarer sa paternité ou sa maternité. Et que donc, dans ces cas-là, il y aura un certificat, un acte de naissance et ensuite la délivrance du certificat de nationalité qui se demande à Nantes et qui va permettre ensuite d'ouvrir les droits des parents, enfin du parent étranger. Voilà. Donc, on avait quelques questions comme ça. Et ensuite, sur le fond, je crois que quelqu'un avait répondu, on avait des questions sur étrangers malades. En gros, on est bien d'accord, faut pas qu'il y ait de traitement au pays d'origine. C'est une pathologie. Comment on peut se faire accompagner? Donc, quelqu'un a d'ailleurs dans le chat parlé du COMED qui peut un peu orienter. Voilà. Oui. Donc, le COMED, c'est très bien. C'est une association qui est vraiment spécialisée pour les personnes étrangères malades. Donc, si vous avez un doute, en fait, la condition pour avoir un titre de séjour étranger malade, c'est que je suis malade, mais surtout, en fait, il faut prouver faut justifier de pourquoi c'est la France le pays dans lequel je dois rester. C'est parce que au pays, je n'ai pas ce traitement-là. Ou encore une fois, il existe, voilà, ça, vraiment, en plus, ça, c'est un peu plus compliqué, c'est les moments où le traitement existe, mais qu'il est, par exemple, très difficile à avoir, etc. Mais c'est vraiment cette condition de, si je rentre dans mon pays, ma qualité de vie je vais perdre en fait en qualité de vie parce que ce médicament n'existe pas, cette prise en charge médicale n'existe pas, ou est très très difficilement, peut s'obtenir de manière très 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 difficile. Et le COMED, eux, ils travaillent avec des médecins qui sont, comme ils sont spécialisés dans le droit des étrangers aussi, vous permettent de vous dire si ce médicament ou ce traitement on peut le retrouver dans le pays d'origine. Pour étrangers malades, si je peux juste
se pose aussi la question des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Parce que du coup, il y a évidemment les maladies, donc on va dire physiques. Par exemple, le VIH, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes du VIH qui vont faire cette demande d'étranger malade, puisqu'au pays, il n'y aura pas de traitement. Mais on a aussi toutes les personnes qui souffrent, de troubles mentaux. Et il y a des pays dans lesquels les suivis d'une personne qui souffre de troubles mentaux n'existent pas, en fait. Vous avez le cas, par exemple, avec l'Afghanistan. Donc, si vous avez une personne en France qui souffre d'une très, très grosse schizophrénie, qui a vraiment son traitement ici et euh, qui, euh, qui est d'origine, par exemple, afghane, ça se justifie qu'en Afghanistan, elle n'aura pas et les médicaments et potentiellement aussi ne serait-ce qu'un suivi. Okay, donc, c'est vraiment cette question de au pays, la qualité de vie, elle va vraiment perdre. On va perdre en qualité de vie. On avait aussi une petite question assez intéressante sur qu'est-ce qui se passe si je rencontre quelqu'un qui est en demande d'asile, mais qui a dépassé les délais de 3 mois et qui pour autant serait malade. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, du coup, la demande, elle peut quand même être faite après 3 mois si on démontre des... je sais plus le terme exact, mais par exemple, si elle est tombée malade... oui, voilà. Si par exemple, vous rencontrez une personne en demande d'asile qui est tombée malade après les 3 mois, évidemment que c'est pas bloqué pour elle. Là, l'idée, ça sera de faire la demande en disant j'ai des circonstances nouvelles parce que je suis tombée malade, j'ai été diagnostiquée après le délai des 3 mois. Donc, je ne pouvais pas respecter les 3 mois puisque je ne le savais pas, par exemple. Et ensuite, pour les personnes qui auraient été malades quand même pendant les 3 premiers mois, il est possible des fois d'essayer de retrouver, d'avoir un médecin qui déclare à nouveau comme s'il y avait eu une sorte de circonstance nouvelle liée à un diagnostic vraiment posé. Voilà. Et juste pour, il y a dans chaque préfecture sur les demandes d'asile en parallèle, il y a vraiment un pôle spécial demande d'asile demande de titre de séjour en parallèle. Voilà, c'est pas dans le cadre d'une demande de titre de séjour basique qu'on ferait pour quelqu'un qui n'est pas demandeur d'asile. Il y a normalement vraiment un dépôt spécial à faire pour eux dans un service dédié demande d'asile, demande de titre de séjour en parallèle de la demande d'asile. Normalement, il est mentionné sur les sites. Si vous ne l'avez pas, va falloir essayer de trouver l'information. Et normalement, l'étranger, demandeur d'asile, reçoit une feuille d'information sur les différents titres de séjour, ça s'appelle notice d'information sur la demande d'asile en parallèle. S'il ne l'a pas, peut-être essayer de voir s'il a des amis qui l'ont gardé, parce qu'il y aura justement la petite information sur quel service saisir selon la préfecture. Voilà. Il y a beaucoup d'autres questions, je pense qu'on y répondra après par le livret. Il y avait quand même, je pense que tu as vu pas mal d'interrogations sur oui, c'est bien beau tout ça, mais donc en fait, vraiment, voilà, ça met du temps. Comment on fait pour savoir qu'un dossier est complet? Mais ça tient un peu répondu, mais voilà. Comment ça se passe avec le CCC? C'est quoi? Comment je fais pour le saisir en fait? Et beaucoup de questions sur, en fait, oui, on sent quand même que on a compris ce qu'on a dit, mais en fait, ça marche pas. Donc là, moi, avant que tu répondes, je voulais juste préciser que l'ANEF, là, on vous a donné plutôt des solutions pour se dire quand je fais un dépôt, j'attends pas trop avant de saisir un avocat. En fait, c'est malheureusement des fois l'obligation d'aller assez rapidement en contentieux, ou en tout cas d'avoir une information sur le dossier avec un juriste. Et en fait, comme ça dysfonctionne beaucoup, la NEF, à l'heure actuelle, il y a un recours qui a été déposé au Conseil d'État contre l'État. C'est un recours qui a été fait par 7 associations, dont la nôtre. Et donc, c'est un recours qui vise à condamner l'État pour dysfonctionnement structurel et systématique de son dispositif. Donc, à l'heure actuelle, on vous présente ce qu'il est possible de faire pour accompagner les gens. Au mieux, mais sachant qu'effectivement, c'est un dispositif qui de toute façon dysfonctionne. Et donc, je te laisserai revenir. Et on a aussi des questions sur est-ce que l'attestation, elle permet de travailler lorsque je fais une demande de renouvellement d'un titre qui est autorisé à travailler? Enfin,
quels sont les titres qui vont m'autoriser à travailler ou pas? Juste déjà, même si je peux pas lire le code, pour ça, le QR code, pour quand même avoir une idée de à quel moment j'ai le droit de travailler, à quel moment je n'ai pas le droit de travailler avec les différents documents. Alors du coup, en effet, évidemment que là, on vient avec la théorie et surtout des petits tips juridiques. Pourquoi? Parce que, comme tu as très bien dit, Céline, il y a des moments en fait où ça ne va pas fonctionner parce que le site est dysfonctionnel. Donc, l'idée à retenir de cette matinée, je pense et je l'espère, c'est de se dire, OK, il y a des dysfonctionnements qui sont tellement gros que, en effet, pas de souci, Julien, au revoir. En effet, il y a des blocages. Il y a une contestation qui est en cours. Moi, en attendant, je suis devant ce site. Je sais que j'ai des techniques juridiques pour un peu faire bouger les choses. Par exemple, cette solution de contacter le CCC ou de faire des courriers à la préfecture, même comme je vous ai dit, même si ça ne répond pas, même si on n'a pas de réponse, au moins on a des accusés de réception. Et ça, c'est super important parce que ça va nous permettre de vraiment appuyer sur la situation de blocage et de faire apparaître un nouvel acteur qui sera le juge administratif dans ce problème-là et à qui on pourra dire, mais en fait, là, j'ai déposé mon dossier. J'ai pas de réponse alors qu'il est complet. Pour le coup, j'ai vraiment une grosse situ. Enfin, j'ai une vie privée familiale sur le territoire ou autre. J'ai contacté la préfecture. Toujours pas de le CCC déjà. Toujours pas de réponse. Ou alors réponse, mais à demain, Joséphine. J'ai toujours pas de réponse, mais enfin, j'ai eu une réponse, mais ça répond pas à ma question. J'ai derrière contacté la préfecture. J'ai un accusé de réception. Ils l'ont reçu tel jour. Ils ne m'ont pas répondu. Là, en fait, je viens faire apparaître un nouvel acteur qui est le juge administratif pour que, en fait, on ait des réponses, mais au contentieux. Et ça, c'est une technique, c'est un type juridique qui, pour le coup, peut vraiment vous aider à si vous n'êtes pas des professionnels du droit, pas à débloquer vous, mais au moins ne serait-ce qu'à savoir orienter vers avoir ce réflexe d'orienter vers des professionnels du droit qui pourront vous aider dans ça. Ok. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Il faut bien voir que sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, les délais sont de toute façon très longs. Et il y a le seul moyen d'accélérer, c'est effectivement de se dire j'ai fait un dépôt, mon dossier est complet, j'ai 4 mois sans réponse. Si vous pensez que le dossier est très bon, vous rencontrez quelqu'un qui a une vie privée familiale incroyable sur le territoire français, des amis, de la famille, une concubine, des enfants, et que c'est pas un trouble à l'ordre public, faut pas hésiter à aller soit prendre accès au droit, soit prendre rendez-vous avec la CIMAD, mais ils sont vraiment débordés, ça c'est vrai, je vous l'affirme, soit demander une consultation via un avocat. Voilà. Des fois, ça coûte de l'argent, mais des fois, c'est vrai que ça peut permettre d'aller beaucoup plus rapidement avec un recours qui peut être prospère dans ces cas-là. Sur l'AES, moi, j'aurais aussi tendance à dire que sur des dossiers qui sont pas très bons, où il y a des troubles à l'ordre public, c'est triste à dire, mais des fois, il faut savoir aussi dire à la personne, votre dossier est en attente, mais peut-être qu'il faut mieux pas trop, à ce moment-là, aller chercher à savoir où en est le dossier, plutôt essayer d'accompagner la personne à continuer et à maintenir des preuves qu'elle pourra fournir à nouveau à chaque fois que ça lui sera demandé. Sur le renouvellement, qu'on verra demain, mais c'est juste une alerte, il faut bien faire la différence entre les deux. Dans le renouvellement, on verra, il faut des fois aller beaucoup plus vite parce que là, on est sur des gens qui ont vraiment des droits ouverts et déjà ouverts. Donc, on met vraiment le renouvellement d'un côté. Là, on est vraiment sur la première demande. La première demande, si c'est du plein droit, conjoint d'enfants, de conjoint de français ou parents d'enfants français, faut pas hésiter à très rapidement se poser la question mais moi, j'ai donné toutes les preuves. J'ai normalement pas de problème. J'ai pas de réponse et au bout de 4 mois, à se dire, hop. Et si vous n'êtes plus en situation de suivi, parce que ça arrive aussi, les gens, ils viennent, ensuite ils partent, ils vont ailleurs. C'est dès qu'on a la personne qu'on a en face de nous, lui dire, vous avez fait un dépôt à telle date. Vous comptez 4 mois. Soit vous avez eu des demandes d'informations complémentaires, soit vous n'en avez pas. Mais allez voir au bout de 4 mois un juriste confirmé, quelqu'un qui connaît les dossiers en droit des étrangers, le point d'accès au droit, voire même anticiper. Des fois, ça prend du temps. 3 mois, on peut déjà essayer de prendre rendez-vous parce que des fois, il faut un petit mois où il n'y a plus. On y va et on prend le rendez-vous et on arrive en disant j'ai toujours pas de réponse avec son dossier.
Et donc, ça permet d'aller des fois un petit peu plus vite. On expliquera aussi tout ça. On a des questions, entre autres, on avait une question sur, finalement, c'est un peu dur à lire tous ces arrêtés sur la nef, etc. On va reprendre en tableau quand même les titres principaux sur la nef. Voilà, vous aurez un petit tableau dans le livret de réponse. Oui. Et alors, j'ai pas mal de questions sur les niveaux, en gros les niveaux de langue. Niveau A1 pour la circulaire, A1, A2, A3, première demande pluriannuelle, naturalisation, carte de résident. Voilà. Ne me spoilez pas ma matinée de demain. On en parlera demain. Mais en effet, enfin, je comprends que vous vous questionnez parce que c'est en train de, enfin, ça a changé déjà. Et en fait, on a une date limite pour que ça change, qui est à janvier 2026. Mais pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore passées. Donc, je comprends totalement que là, vous soyez perdu sur ce sujet. Demain, il y aura toute une partie où on va revoir les titres et du coup, les niveaux de langue qui sont pour l'instant aujourd'hui demandés et lesquels seront demandés au maximum à janvier 2026. Donc, je répondrai à cette question-là. Ne vous inquiétez pas. Et sur la régularisation, il y a eu beaucoup de mythes. La régularisation, elle n'est pas soumise à un niveau. Et dans le texte de Retailleau, dans la circulaire Retailleau, il n'y a pas marqué admission exceptionnelle au séjour, il faut niveau A1. Il faut une attestation comme quoi on a un niveau de langue. Voilà. Donc, ça peut être un niveau qui est assez bas. En soi, ça peut être un des premiers niveaux. Mais il faut montrer qu'on a soit suivi des cours qui nous ont fourni une attestation, soit suivi des cours qui, voient même plus qu'une attestation, nous ont donné une certification, qui ont dit vous avez le niveau temps. Mais c'est ça qu'il faut fournir. C'est un peu ça la difficulté avec les préfectures, c'est que des fois elles vont revenir vers vous en vous disant moi je veux le niveau tel ou tel. Ça c'est pas des demandes c'est pas des demandes qui sont justifiées ou justifiables. Et donc quand on parle de dossier complet, on parle bien du dossier complet tel que le dit et le mentionne l'arrêté où vous avez la liste des documents. Si on vous demande une information qui ne fait pas partie de cette liste, c'est une erreur. La préfecture, elle n'a pas à dire, moi, j'estime que le dossier n'est pas complet. Vous pouvez dire, mon dossier, il est complet. J'ai donné une attestation qui dit que j'ai le niveau, je sais pas, le plus bas possible. La préf, elle veut me demander une certification. Elle n'a pas à demander une certification. Voilà. C'est pour ça que cette annexe elle est longue, mais elle marche par motif, donc par tiroir, comme vous l'a dit Iman. Quand vous trouvez votre tiroir, vous avez vraiment écrit les documents à fournir. Dès qu'on sort de ces documents, la préfecture, si elle en demande d'autres, voilà, ce n'est pas justifié ou justifiable.